អង្គុយចុះ Veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Et nous donnons la parole à la défense de Nunchea afin qu'il puisse poser ses questions aux témoins. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bon après-midi à vous, Monsieur Kun Kim. J'aimerais continuer avec quelques questions sur votre commandant, Monsieur Selon votre expérience, était-il un bon commandant? Est-ce que vous l'aimiez en tant que commandant? Je ne peux pas vous dire si c'était un bon ou un mauvais commandant de division. Question. Aviez-vous des rapports personnels avec M. Comme je l'ai dit avant, je n'avais de contact qu'avec le niveau du peloton et de la compagnie. Une fois de temps en temps, j'avais des contacts au niveau du bataillon. Question. Donc, vous n'aviez pas de rapport personnel avec M. le président ou le chef de la division. Est-ce exact? Réponse. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais adressé la parole, je ne l'ai jamais vu en personne, je ne le connaissais vraiment pas bien. And you have spoken about... Question. Et vous avez mentionné M. Yem, qui était également votre supérieur hiérarchique. Aviez-vous des rapports personnels réguliers avec lui? Réponse. En ce qui concerne Jim, qui était commandant de bataillon, je n'étais pas un de ses proches, mais parfois, j'ai eu l'occasion de le voir lorsqu'il venait au niveau de la compagnie pour organiser des réunions. Question. Et est-ce que vous aviez des raisons de l'apprécier en tant que supérieur hiérarchique dans les contacts que vous avez eus avec lui? Réponse. Dans l'accomplissement de mes devoirs en tant que soldat et sous la direction du bataillon, je n'avais pas de rapport personnel, mais j'ai toujours respecté les ordres qu'il émettait et j'ai toujours rempli ces ordres, exécuté ces ordres, pardon. Question. Pourriez-vous dire qu'il était un chef strict ou plutôt relâché dans ses rapports avec vous? D'après ce que j'ai su et sur la base de mon expérience personnelle, Jim était un homme à poigne et il a toujours adhéré aux instructions. Il transmettait strictement les messages de ses supérieurs à ses subordonnés. Question. Et dans la structure de votre compagnie,
Y avait-il quelqu'un entre vous et Jim, quelqu'un qui était votre supérieur, mais qui était un des subalternes de Jim? Réponse. Je ne sais pas qui était son relais. Ren était le commandant de la compagnie. Il venait nous rencontrer au niveau du peloton. Et cette personne, par contre, je la connaissais relativement bien. Question. Je vais vous lire un extrait d'un ouvrage écrit par Philip Short. Ce livre s'intitule Histoire d'un cauchemar. Le numéro de document est E3/9 ERN anglais, en tout cas la partie que je vais vous lire, 00 39 64 89 et le RN français 00 63 98 18. Et je vais vous citer ce passage. À la différence des États communistes orthodoxes où la prise de décision est hautement centralisée et l'exécution est monolithique, le Cambodge des Khmers rouges était désordonné et cet attribut, en fait, était un des attributs. Le président intervient. Maître, pouvez-vous attendre, s'il vous plaît? Je pense que nous avons rencontré un problème technique en ce qui concerne la référence que vous nous avez fournie, la cote que vous nous avez donnée pour le document. Le président, je vais donner la parole à monsieur le juge Lavergne.
afin qu'il puisse expliquer certains détails techniques à la défense de Nunchea concernant le recours à une citation du document E3/9 pour poser une question aux témoins. La Chambre avait déjà fait des observations sur ce type de questions et a déjà statué sur ce type de questions. Vous avez la parole, juge Lavergne. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, bien que la situation ne soit pas exactement la même, la Chambre tient à rappeler que la semaine dernière, lors de l'audience sur les présentations de documents, elle a déjà indiqué qu'il n'était pas approprié de présenter des documents écrits par un témoin ou un expert dont on sait qu'il va être prochainement entendu. Donc, lire un extrait d'un ouvrage écrit par un expert que nous allons entendre prochainement ne nous paraît pas être tout à fait approprié. Rien n'empêche la défense, bien évidemment, d'utiliser ce document et les informations qu'il contient, la substance de ce document, pour poser des questions. Mais nous préférerions éviter d'entendre des citations complètes de ce type de document. Voilà, j'espère que ceci est clair. Il ne s'agit pas de vous empêcher de poser des questions, mais de le faire d'une façon qui nous paraisse un peu plus appropriée. Donc peut-être pourriez-vous reformuler votre question. Thank you, Judge Lavergne. La défense. Merci, juge Lavergne. C'est presque clair. Mais cela m'amène à poser 3 questions immédiates. J'aimerais avoir votre avis à ce sujet parce que ça risque de se reproduire à plusieurs reprises. D'une part, pouvez-vous nous expliquer quelle est la logique qui sous-tend cette décision? Nous avons un expert, M. Philip Short, qui a écrit des ouvrages sur le régime Khmer Rouge. Et le fait de savoir si oui ou non ce que M. Philip Short écrit est exact, c'est une question à poser aux personnes qui étaient sur place à ce moment-là. Et c'est ce que j'entendais faire avec M. Kun Kim aujourd'hui, puisqu'il était présent à Phnom Penh à ce moment-là. Donc, je ne vois pas quel préjudice nous pourrions causer en présentant à M. Kun Kim la théorie développée par M. Philip Short. Ça nous permettrait d'obtenir corroboration pour mettre à mal cette théorie ou la mettre en question, ce qui sera d'autant plus utile puisqu'il viendra témoigner sur ce point plus tard. La deuxième question, c'est admettons que M. Philip Short vienne témoigner dans un mois. Et ce témoin aurait témoigné il y a 2 mois. Aurais-je pu lui lire ces extraits? Et dans ce cas, quelle serait la différence fondamentale entre ces 2 situations? Troisièmement, par le passé, toutes les parties ont présenté des documents rédigés par des experts aux témoins, des experts qui pourraient être ultérieurement appelés à témoigner. Et je me souviens que ça s'est fait dans le cas de l'ouvrage de Ben Kiernan, car à l'époque, on entendait effectivement entendre M. Ben Kiernan, et c'est peut-être encore le cas maintenant, et puis l'ouvrage de M. Heather a également été utilisé. Alors nous aimerions avoir une meilleure compréhension de la logique qui fait qu'on ne peut pas lire à un témoin les écrits d'un expert, que cet expert ait déjà été entendu ou pas. Cela nous aiderait énormément et je pense que nous ne sommes pas la seule partie qui aimerait être éclairée sur cette question. If we could be heard on this, Mr. President. Si vous me permettez d'intervenir, Monsieur le Président, très brièvement. Nous sommes bien sûr ici pour obtempérer avec les instructions que nous donne la Chambre. Mais j'aurais voulu présenter le point de vue de l'accusation sur la manière dont on peut utiliser des ouvrages publiés pour faire avancer le procès. En principe,
lorsqu'il y a un lien approprié entre les faits spécifiques portant sur des faits faisant l'objet du témoignage ou dont il a été le témoin, nous n'avons pas d'objection à ce que ces passages soient présentés au témoin afin qu'il puisse nous faire part de ses observations concernant les affirmations qui sont contenues dans un ouvrage. Cependant, la situation ici est très différente. Le passage que mon éminent confrère commençait à lire porte sur la manière dont les directives du comité permanent étaient comprises et appliquées par les commandants de zone. Avant la pause, mon éminent confrère a interrogé de manière approfondie le témoin pour obtenir un témoignage selon lequel il ne savait rien qui aille au-delà de son unité militaire et effectivement et sa division. Le témoin a effectivement confirmé qu'il était au courant de ce qui se passait à ses divisions et rien au-delà. Et il nous semble qu'il ne serait pas approprié de présenter ce passage au témoin en espérant qu'il puisse le commenter. Cela revient à lui demander de dresser des hypothèses et je pense que l'utilisation de documents de cette manière ne serait pas appropriée, mais de façon plus générale, j'aimerais que notre position soit claire sur ce point. S'il y a un lien direct entre un ouvrage publié et le témoignage d'un témoin et son expérience sont vécues, nous n'aurions pas d'objection à ce que l'on se repose sur le document afin d'obtenir son témoignage. Le président. Merci. Je ne veux pas embrouiller les choses. Et si je n'avais pas été interrompu, j'aurais pu continuer à lire et il serait apparu clairement qu'il existe un lien très clair entre ce qui figure dans le passage et ce témoin. Je ne vais donc pas continuer à lire tout l'extrait. Je vais simplement lire les deux phrases qui suivent, d'où le fatras de signaux contradictoires que l'on observa au moment de l'évacuation de Phnom Penh. Ce qui était vrai des zones l'était également des niveaux inférieurs. Et puis il poursuit et parle d'un commandant de bataillon. Donc il y a un lien clair avec le témoignage de ce témoin. J'apprécie bien la position de l'accusation. S'il y a effectivement un lien manifeste, l'ouvrage d'un expert peut être présenté à un témoin.
សូមជ័យលោកជាក្រុមសមាគមឡើងវិញ Le président. La Chambre note que maintenant l'entièreté de l'extrait que la défense entendait citer a priori a été cité, donc on peut dire que le dommage est réalisé. Donc c'est un petit peu préjudiciable. Cependant, la Chambre maintient qu'il serait préférable d'éviter de citer de façon extensive des analyses faites par un expert, tant que cet expert n'a pas été entendu, surtout quand on sait que cet expert doit être entendu. Il ne nous semble pas opportun de demander à un témoin de confirmer l'analyse faite par un expert ou un historien. Pour autant, et ainsi que ça a déjà été indiqué à la défense et aux autres parties, rien n'interdit de poser des questions directement aux témoins qui sont fondées sur sa connaissance et son expérience, et des questions qui sont pertinentes à éventuellement l'analyse qui a pu être faite par un expert. Voilà, donc pour l'avenir, nous souhaiterions faire en sorte que notre décision puisse être respectée. Je vous remercie, juge Lavergne. C'est exactement ce que j'essaye de faire et je n'ai pas lu le passage entier que j'aurais voulu lire au début. Donc j'essaye vraiment de me conformer à votre règle. Mais la clarté sur la logique devrait nous aider à comprendre cela mieux. Et donc j'aimerais maintenant faire une demande orale pour qu'on ait une réponse écrite là-dessus, que l'on puisse statuer de manière écrite afin que l'on sache précisément à quoi s'en tenir. Donc j'introduis officiellement une demande afin que la Chambre puisse nous donner une explication écrite par rapport à cette décision. Et je passe à ma prochaine question et bien sûr je respecte la décision selon laquelle je ne peux pas citer l'ouvrage de Philip Short. Donc, si je Juge Lavergne, je vous en prie. Bien, j'espérais avoir été clair, mais a priori ce n'est pas le cas. Je répète que citer l'analyse d'un expert comme préambule à un questionnement pour un témoin ne nous paraît pas opportun dans la mesure où cette analyse n'a pas pu être confirmée, n'a pas pu être discutée avec l'expert, et donc c'est une analyse dont on ne sait pas si on peut s'appuyer dessus. Il serait bien préférable de commencer à établir les fondements, questionner les fondements de cette analyse, éventuellement interroger le témoin sur les faits sur lesquels cette analyse sont basées, et ensuite nous verrons avec l'expert effectivement ce qu'il y a lieu de penser de l'analyse qui est contenue dans son ouvrage. Mais partir du résultat ne nous paraît pas une bonne idée. Voilà, donc je pense que c'est suffisamment clair. La défense, oui et non, juge Lavergne. Je ne veux pas
compliquer les choses plus avant. Mais dois-je donc comprendre, suite à cela, que nous ne pouvons pas nous fonder sur des analyses d'experts lorsque l'on interroge des témoins avant que ces experts aient été entendus, ce qui élimine tous les experts qui ont écrit quoi que ce soit sur les Khmers rouges? Et deuxièmement, est-ce que je puis interroger ce témoin sur ce thème après la comparution de Philip Short et après qu'il ait eu l'occasion d'expliquer son analyse, car je ne vois pas d'autre façon de procéder. Écoutez, on vous a dit que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez aux témoins sur les éléments de fait qui fondent l'analyse d'un expert, en tous les cas telle qu'elle apparaît dans son ouvrage. Mais il n'est pas nécessaire pour autant de citer cette analyse en tant que telle, sauf si ce témoin, si cet expert ne doit jamais être entendu par la Chambre. Mais nous savons très bien que M. Short, a priori, doit être entendu. I will move on. La défense. Donc je vais continuer car nous manquons de temps et j'espère que je me verrai octroyer du temps supplémentaire. Car pour être honnête, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait de notre faute que les choses demeurent peu claires. Je vais donc reprendre votre déclaration au co-juge d'instruction, Monsieur Kong Kim. C'est un passage qui se trouve à la page 00278682, RN Khmer 00270164 et le numéro du document est D166/74. Vous avez déclaré que lorsque vous parliez des soldats participant à l'évacuation de Phnom Penh, et je cite, certains avaient un sens moral et ne tiraient pas, et ceux qui n'avaient pas de sens moral tiraient. Fin de citation. Est-ce que ceci reflète fidèlement votre propos? C'est-à-dire que le fait de savoir si les soldats tiraient ou ne tiraient pas sur la population, ça dépendait en fait de ces soldats eux-mêmes. Réponse. Lorsque nous avons pénétré dans Phnom Penh, le premier jour, lors de notre approche de Phnom Penh, il y avait des échanges de tirs entre les soldats. Et une partie des gens avaient été évacués. Les combats ont eu lieu, en fait, alors qu'une partie de la population était encore là. Et ce n'est qu'après que la population de la ville eut été entièrement évacuée que nous avons reçu l'ordre de ne pas tirer. Donc, je dirais qu'au début, nous étions dans une situation confuse, des soldats qui étaient en colère, par exemple, après des combats aussi féroces, ont tiré. Et au cours de cette période, ils n'étaient pas punis pour avoir ouvert le feu de manière arbitraire. Question. Quand vous établissez une distinction entre ceux qui avaient un sens moral et les autres, je vais à nouveau citer, certains avaient des principes et ne tiraient pas, d'autres étaient sans foi ni loi
et eux tirés. Citation du PV d'audition. Que voulez-vous dire par là? Réponse. Pour dire les choses simplement, il y avait différents types de personnalités. Certains avaient un sens moral, d'autres non. Certains combattants étaient en colère. D'avoir dû essuyer des tirs et des pertes parmi leurs camarades, et ceux-là donc étaient en colère. Certains parvenaient à maîtriser leur colère. Certains ont même tiré sur des civils, car ils étaient en colère. La défense. Merci, c'est une réponse claire. Je vais vous poser des questions en m'appuyant sur la théorie de Philippe Short, selon laquelle ce qui s'est produit à Phnom Penh dépendait largement des commandants individuels. Je voulais poser ces questions, mais je ne le ferai pas et je vais passer à la suite. J'aimerais vous interroger sur la période où vous étiez stationné à Phnom Penh. À ce moment-là, saviez-vous qu'il y avait des troupes de Khmer Rouge venues de la zone Est et de la zone du Sud-Ouest? Réponse. Durant l'offensive contre Phnom Penh, j'ai entendu dire que l'arrivée à Phnom Penh devait se faire par certaines zones particulières. La zone nord serait chargée d'une direction particulière, tandis que d'autres zones militaires attaqueraient depuis une autre direction. C'est ce que j'ai entendu. Question. Quand vous étiez à Phnom Penh et que vous surveilliez la section dont vous étiez chargé, saviez-vous qu'il y avait des troupes d'autres zones qui étaient à Phnom Penh? Réponse. Je ne sais pas quelles étaient les obligations des gens des autres zones ou secteurs. J'étais juste au courant de ce qui se passait dans ma région. Question. Concernant cette région, justement, vous dites que c'était au nord du Wat Phnom. Cette zone dont vous assuriez la garde, était-elle contiguë d'une autre zone qui était occupée ou administrée par les forces de la zone Est? Réponse. Le périmètre où j'étais stationné était placé sous le contrôle des forces de la zone nord. Tout ce que je sais, c'est que j'étais chargé de contrôler un petit périmètre.
faisant partie de ce plus grand périmètre. Question. Pour vous rafraîchir la mémoire, j'aimerais citer une déclaration de Heng Samrin qui a déjà été citée, E3/1568 0071 3968, en anglais 0065 1892, en khmer 0071 3946 et en anglais 0065 18 79. À la première page, Heng Samrin parle des divisions de sa zone, et je vais le citer. La mienne était la première qui avait combattu à Phnom Penh, puis elle a été transformée et est devenue la 209e. Fin de citation. Heng Samrin dit que la sienne était la première à être entrée à Phnom Penh ou avoir combattu à Phnom Penh, pour ce qui est en tout cas des forces de la zone Est. Et à la deuxième page que je vais citer, Heng Samrin dit ce qui suit. Le 17 avril à 9 h du matin, je suis arrivé au monument de l'Indépendance. Après la libération, il y a une répartition des responsabilités entre les trois divisions de l'Est. Il y avait ma première division, mon frère cadet était à la deuxième division et la troisième division de Cheus, laquelle a combattu jusqu'à Changwar. Ensuite, on arrive à une autre partie qui pourrait éclairer certains points. Je vais citer. Après la libération, la responsabilité de la surveillance des grandes routes a été répartie à partir du Wat Phnom, le long de la ligne blanche, illisible dans le manuscrit. Les divisions de la zone Est de ce côté, tard illisible dans le manuscrit, étaient là car à cette époque il y avait une zone spéciale qui avait été créée avec Vornvet comme secrétaire et Son Sen comme secrétaire adjoint. Fin de citation. Donc, Heng Samrin dit que les forces de la zone Est se trouvaient d'un côté d'une ligne qui partait du Wat Phnom. Autrement dit, si Heng Samrin a raison, il devait y avoir des forces de la zone Est, au moins à proximité du Wat Phnom. D'après vos souvenirs, y avait-il des forces de la zone Est qui étaient près du Wat Phnom? Réponse. Quand nous sommes arrivés à Phnom Penh, les responsabilités ont effectivement été réparties. Nous devions contrôler différents périmètres. Moi, j'étais chargé d'un secteur qui se trouvait au nord du Wat Phnom. Je ne me souviens pas avoir vu les forces dont vous avez parlé à proximité. Question. Au cours de la libération de Phnom Penh, le 17 avril et les jours qui ont suivi, savez-vous ce qu'ont fait les troupes de la zone Est en arrivant à Phnom Penh? Réponse. Je n'en sais rien. Même dans ma propre division, j'ignore ce qui se passait dans les différents régiments. Question. Savez-vous ce qui s'est passé à Phnom Penh
dans le secteur qui était contrôlé par les forces militaires de la zone Est, et ce, au cours des mois qui ont suivi la libération de Phnom Penh. Réponse. Nous étions chargés de différents secteurs. Et je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur ce qui s'est produit après le 7 avril. Nous étions confinés à un seul secteur. Et nous ne savions pas vraiment ce qui se passait ailleurs. Question. Peut-on résumer ce que vous dites comme suit? Vous n'êtes pas en mesure de parler de ce qu'ont fait les forces de la zone Est en arrivant à Phnom Penh, et vous ne pouvez rien dire de ce qui s'est produit dans le secteur qui était contrôlé par les forces de la zone Est dans les mois qui ont suivi la libération de Phnom Penh. Est-ce un résumé fidèle de vos propos? Réponse. Effectivement. C'est ainsi que les choses se sont produites à l'époque. En tant que soldat, je devais respecter la discipline et obéir aux ordres. Je devais être de service en permanence. Je devais rester dans le secteur qui était le mien et je n'étais pas autorisé à me déplacer librement. Question. Merci pour cette réponse. Donc, vous dites que vous n'étiez pas autorisé à vous déplacer librement. Vous avez dit que votre rang était peu élevé. Ce matin, vous avez dit que vous deviez monter la garde et que vous ignoriez ce qui se passait dans le reste de la ville. Vous avez dit que vous étiez responsable de la garde de quelques pâtés de maison au nord de Wat Phnom et que vous n'étiez pas autorisé à quitter ce secteur. Vous avez aussi dit que vos supérieurs étaient autorisés à se déplacer et que votre chef de division, Hun, était autorisé à se déplacer au moins dans le secteur placé sous le contrôle de la division 310. Nous avons parlé de votre commandant de division, M. Hun, hier. En tout cas, l'accusation vous a posé des questions au sujet de M. Hun. Je ne vais pas vous poser une question évidente, mais savez-vous ce qu'il est advenu de lui? Savez-vous où il est aujourd'hui? Réponse. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Hun. Il a été arrêté à l'époque. Je l'ai seulement vu passer à l'endroit où j'étais de service. Mais je n'ai jamais communiqué ces instructions à d'autres. J'étais juste chargé de monter la garde et de protéger le secteur où j'étais stationné. Question. Alors que vous participiez à la libération de Phnom Penh et durant les mois qui ont suivi, avez-vous rencontré d'autres commandants de division hormis Hun? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, en tant que soldat de rang peu élevé, je n'ai pas rencontré de gens haut placés ni de dirigeants.
des autres sections. Ainsi, je n'ai jamais rencontré des gens représentant des régiments ou des bataillons. Pour être honnête, j'ai travaillé uniquement au niveau des compagnies et des pelotons et j'ai assisté à des réunions. Et c'est tout, la défense. De toute évidence, vous dites que vous saviez peu de choses. Je pense que vous l'avez indiqué de manière très claire. En quelle année avez-vous quitté le mouvement Khmer Rouge? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. C'est en 1979 que j'ai quitté les Khmer Rouges. Question. Donc, durant ces 4 années qui ont suivi la libération de Phnom Penh en 1975, avez-vous à tout hasard rencontré d'autres commandants de division ayant participé à la libération de Phnom Penh? Réponse. Quand je suis allé travailler à l'aéroport en 1976, j'ai rencontré plusieurs commandants de division, dont Ta Lawei, Ta Thuok et d'autres, lesquels représentaient la division 502. Question. Ces 3 commandants de division avaient-ils tous participé à la libération de Phnom Penh? Réponse. À l'époque, je m'occupais du travail à Kampong Chnang et ces gens étaient responsables de l'aérodrome. Ils nous ont parlé de la libération de Phnom Penh. Ils nous ont raconté l'offensive menée depuis le sud-ouest de la ville. Question. Savez-vous ce qui est arrivé à ces 3 personnes? Savez-vous si elles sont encore en vie ou non? Réponse. En 1976, ils étaient encore en vie. Mais en 1977, nos chemins se sont séparés et je ne sais pas ce qu'il est advenu d'eux. Question. Et aujourd'hui, savez-vous s'ils sont encore en vie? Avez-vous des informations quant à l'endroit où ils se trouvent et s'ils sont encore en vie? Réponse. Je ne les ai côtoyés qu'en 1976. En 1977, je les ai quittés. Depuis lors, je n'ai plus eu aucune information sur l'endroit où ces gens se trouvaient. Question. En fonction de votre propre expérience parmi l'armée Khmer Rouge, ainsi que la hiérarchie et l'organisation de cette armée, un commandant de division comme Heng Samrin, arrivant le 17 avril 1975 à Phnom Penh, pourrait-il nous donner plus d'informations sur ce qui s'est passé à Phnom Penh pendant l'évacuation de la ville, au moins pour ce qui est des événements qui ont eu lieu dans le secteur dont sa division était chargée?
Le président, la parole est au coprocureur international. Le coprocureur. Objection. On ne peut demander aux témoins de spéculer sur les informations que d'autres pourraient communiquer. Si l'avocat veut faire des observations, c'est autre chose, mais une telle question ne saurait être posée à ce témoin. La défense. Monsieur le Président, je suis prêt à reformuler. Monsieur le témoin, sur la base de votre expérience propre au sein de l'armée Khmer Rouge, au cours de l'évacuation de Phnom Penh et durant les mois qui ont suivi, selon vous, qui pourrait donner des informations générales concernant les événements qui ont eu lieu à Phnom Penh lors de la libération et dans les mois qui ont suivi? Un soldat de 16 ans comme vous ou bien un commandant de division? Réponse. Je n'ai pas compris la question. Pourriez-vous répéter? La défense. Je vais tenter d'être plus précis. Vous étiez un soldat de 16 ans ayant très peu de liberté de mouvement dans la ville de Phnom Penh. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. À l'époque, je devais monter la garde et travailler de jour comme de nuit. Je n'avais pas le temps de me reposer. J'étais de service dans le secteur dont nous étions chargés. Question. Donc, vous étiez au courant uniquement de ce qui se produisait dans votre propre petit périmètre que vous surveillez, à savoir quelques pâtés de maison au nord du Wat Phnom, comme vous l'avez dit. Est-ce exact? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est au coprocureur international. Le coprocureur. Objection. Cette question est répétitive. On l'a déjà répétée à plusieurs reprises. C'est la 4e fois que cette question est posée. La défense. J'essaye d'aider le témoin. Il a dit qu'il n'avait pas compris la question précédente. J'ai donc essayé de procéder étape par étape. Je suis prêt à passer à la suite. Le président. L'objection de l'accusation est retenue. C'est une question répétitive. Le témoin ne doit pas y répondre. La défense. Dès lors que votre rôle était limité et que vous aviez peu de connaissances pendant l'évacuation de Phnom Penh et durant les mois qui ont suivi, diriez-vous que les commandants de division comme Eun et Heng Samrin auraient une idée plus globale des événements qui se sont produits à Phnom Penh en avril 1975 et durant les mois qui ont suivi? Réponse. Je ne sais pas quels étaient les plans ou les informations des dirigeants. Tout ce que je faisais, c'était de faire le travail qui nous était confié sur le terrain. Je n'étais pas au courant des plans ou des
informations dont d'autres étaient en possession. La défense. C'est une réponse directe et logique. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Mon confrère Sonaroun non plus. Monsieur Kong Kim, merci d'être venu répondre à nos questions. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous. Je ne sais pas si mes confrères ont des choses à ajouter. En tout cas, la défense de Nuon Chea en a terminé. ជាបន្ត Le Président. À présent, la parole va être donnée à la défense de Ieng Sary, qui pourra interroger ce témoin si elle le souhaite. Maître Ang Udom. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi à mes confrères et à toutes les personnes ici présentes. Et bonjour à vous, Monsieur Kong Kim. Je m'appelle Ang Udom. À ma droite se trouve Maître Michael Carnavas, mon confrère. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions à vous poser, mais au nom de M. Ieng Sary, nous vous remercions d'être venu à la barre et nous vous souhaitons un bon retour chez vous. Le Président. Merci. La parole va être donnée à la défense de M. Khieu Samphan, qui pourra, le cas échéant, interroger ce témoin. La défense de Khieu Samphan. Merci, Monsieur le Président. Au nom de la défense de Khieu Samphan, nous n'avons aucune question à poser à ce témoin. Merci. Le Président. Monsieur Kong Kim, votre déposition prend fin. Vous pouvez à présent disposer. Vous pouvez rentrer chez vous ou vous rendre à tout autre endroit. La Chambre vous remercie d'avoir pris de votre temps précieux pour venir déposer devant elle. Au cours de ces 2 derniers jours, vous avez fait preuve de patience et vous avez fait de votre mieux. Votre déposition contribuera assurément à la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons bonne chance et bon voyage. Huissier d'audience, en coordination avec l'unité d'appui aux témoins et experts, veuillez faire en sorte que ce témoin puisse rentrer chez lui. L'audience va prendre fin. Les débats reprendront le lundi 5 novembre 2012. Ce jour-là, nous allons entendre la déposition du témoin TCW 690, lequel sera interrogé tout d'abord par l'accusation. Il y aura également une partie civile en réserve, TCCP 89. Agent de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan et Nuon Chea au centre de détention et les ramener dans le prétoire le lundi 5 novembre 2012 pour 9 h du matin. L'audience est levée.